Bonjour, bienvenue sur Filf, le podcast qui se demande « Fallait-il le faire ?» Je suis Alan, et aujourd'hui, avec Julien et Emeric, nous allons parler de 3000 ans à t'attendre. C'était une intro un petit peu différente que j'ai faite pour... Mais bon, c'est pas mal. C'était un peu court, mais c'est bonjour pas- messieurs, bonjour Emeric. Bonjour Alan. Bonjour Julien. Alan. Bonjour Julien. Bonjour Emeric. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour. Ouais. Donc 3000 ans à t'attendre, donc c'est le film qui est sorti du dernier vote de la semaine. C'est un film de... j'ai pas de- Ah, t'as encore bien bossé. Non, oui, si, non mais c'est facile là en plus. Mais du coup là j'ai mangé son nom, qui va sortir... Ah, je sais C'est pas pas t'aider. Gérard, donc Je ne vais pas c'est t'aider. Georges. George Miller, merci Julien. Le grand George Miller, qui a initié la saga Mad Max, qui va sortir Furiosa dans pas long. D'ailleurs, Furiosa, c'est marqué en dessous, une saga Mad Max. Il est en plusieurs films, le Furiosa, ou pas, vous savez? Ça m'a perturbé il y a pas long. A priori, c'est qu'il là-dessus, mais a c'est priori, peut-être pour c'est qu'il y a un film. Bah, comme c'est pas marqué Mad Max en grand sur l'affiche, j'imagine qu'il fallait l'écrire quelque part. Ouais, mais une saga Mad Max, une saga, ça veut dire qu'ils vont peut-être faire plusieurs films sur Furiosa. Il y en du a coup. déjà plusieurs. C'est histoire de raccrocher en disant ça Ouais. fait partie de la saga Mad Max. C'est ça. Ouais, c'est bizarre quand même comme tournure sur l'affiche du film. Ou il y a Mais- peut-être d'autres personnages qui vont être Spin-offés. spin-offés, ouais, tout à Ouais, fait. peut-être. Drôle de mot, spin-offé. Elle m'est venue comme ça, je sais pas. Ouais. Parce que dans ce cas-là, oui, tu dis un spin-off de Mad Max, mais pas une saga dans l'univers Mad Max, tu vois. C'est Ouais, effectivement. c'est un peu étrange. Ils avaient peut-être un bon stagiaire ou un. Ouais, Ok. mais bref, donc c'est le papa de Mad Max et puis d'autres films, là je les ai pas en tête, mais un très très grand réalisateur qui a mis une pierre blanche dans l'histoire du cinéma. On dit ça comme ça? Une pierre blanche? Ouais, on dit ça comme ça, on va dire ça Si comme ça. tu veux. Bref, George Miller, donc c'est très très cool de parler de George Miller aujourd'hui. Et 3000 ans à t'attendre. Alors 3000 ans à t'attendre, c'est un film qui a été tourné pendant la période du Covid, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est avec Tilda Swinton dans le rôle de Alicia Bini et Idris Elba dans le rôle du Djinn. Donc c'est l'histoire d'Alicia Bini qui est narratologue. Excusez-moi du peu, narratologue, c'est pas le métier trop génial ça? C'est clair. C'est pas abusé? Moi je veux faire ça comme métier. Étudier la narration à travers les peuples. Bah ouais, enfin à travers toutes les histoires, enfin juste étudier la narration sous toutes ses formes en fait. Et tu dis les histoires. Ouais. Moi j'aime bien. Mais c'est trop bien, Ça me plaît. je veux Oui, trop c'est faire sympa. ça. Je- Tu préfères pas les écrire, les histoires? Tu préfères les Les étudier? deux. Ah, Je pense que c'est peut-être parce que tu les étudies que tu les écris mieux. non. Non. Ok. Je pense que ça n'a pas de lien. Mais en ok. tout cas, c'est trop bien. Narratologue, j'adore. Si, après, tu Merde, je suis d'accord avec toi, Julien. Pardon, Alan. Ouais, bah, vas-y. Tu préfères les écrire, c'est ça? Non, c'est pas parce que tu les étudies que tu sais bien les écrire. Et c'est même effectivement peut-être l'inverse. À connaître tous les codes comme ça, tu fais des histoires qui reprennent tous ces codes. Ou alors, faut avoir en tout cas l'état d'esprit de pouvoir te sortir de ces codes, justement parce que tu les connais. Et étrangement, le film parle de ça. Eh bien oui. Mais on y reviendra. Enfin, pas étrangement, au contraire. Oui, c'est- bien sûr. Ça tombe bien, quoi. Oui. Logiquement, le film parle de ça. Et donc, Alicia est donc narratologue. Elle arrive à Istanbul et elle commence à avoir des visions un peu étranges. Et elle tombe dans un petit magasin d'Istanbul, dans le fin fond d'une boutique, sur une petite bouteille en verre qui se trouve contenir un djinn qui lui propose évidemment d'exaucer 3 vœux. Et voilà pour le pitch. Donc c'est à vous de dire, messieurs, s'il fallait faire ce film ou pas. Qui se lance? Julien, je vous en prie. Bien, très bien. Bah, allez, c'est parti. Merci de m'avoir laissé la main. Ou pas, hein, comme tu veux. Non, c'est très bien.
en le revoyant donc il n'y a pas très longtemps, je me suis posé. Enfin, c'est un film qui est très. J'avais le mot smooth dans la tête, mais très doux, très cotonneux. Très smoothie. Ouais, c'est smoothie. Non, tu t'as c'est soif, tu veux pas un petit mix d'histoires Ouais. qui coule comme ça, sucré dans la gorge. Mais en fait, c'est toute sa légèreté et toute sa fluidité qui m'a parlé. Tu nous as renvoyé en image l'atterrissage de l'avion avec le montage et le mix. Comment est-ce que tu appelles le terme technique déjà pour C'est un match cut. un match cut? C'est au début du film, donc elle prend l'avion, elle atterrit à Istanbul, et on a une transition entre les roues de l'avion qui atterrissent sur la piste et le porte-bagages Et les trois roues qui du roule chariot. et les trois roues du chariot Ouais. du porte-bagages les roues collent parfaitement. Et j'adore ce genre de transition, ouais, c'est très très classe. Et du coup, forcément, l'avoir envoyé un peu juste avant, t'es plus sensible. Enfin, j'étais plus sensible à voir tous ces liens qui avaient pu être faits dans le film. Donc, que ce soit visuel ou sonore, que ce soit au niveau des textures, des couleurs. En fait, vraiment, tout le film enchaîne ses plans, mais de manière hyper fluide et chaque fois avec du sens. Donc, c'est Ouais, très très agréable. La monteuse de Miller, dont j'ai oublié le nom, je l'avais dit dans l'épisode du vote la dernière fois, elle est quand même très talentueuse. Hein, Puis là, c'est du montage à dessin, quoi. C'est pas. Ah oui, 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 complètement. C'est fait pour. Donc j'imagine que tu reviendras plus en détail dessus. Je vais pas trop m'attarder. C'est. Non, 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 c'est- pas plus que ça. Non, Enfin, non, ok. non, je vais parler d'autres trucs en fait. Ah bah, c'est bien, comme ça, j'ai pas préparé cette partie-là. Euh, c'est un film, donc, tu disais, qui va raconter des histoires. Un film d'anthologie. Euh, Oui, parce que donc pour rappeler aux auditeurs, excuse-moi, du coup, vas-y, coupe. j'adore couper les gens. Donc le djinn se réveille de la bouteille et il va, Alitea va lui dire, ouais, non, mais les trois vœux, enfin tranquille, je vais prendre le temps de réfléchir. Et du coup, le djinn va lui raconter son histoire à lui, en fait, et ça va se transcrire à l'écran en plusieurs récits entrecoupés, en fait, et donc plusieurs histoires racontées au sein d'un même film. Et on est sur un film de George Miller, donc tout a du sens, ou en tout cas, tout a une symbolique. Alitea, d'ailleurs, vous avez recherché à quoi correspondait ce prénom? Oui, ça veut Non, dire vérité. Ouais. C'est Cool, ok. dérivé du mot grec aletheia et ça veut dire vérité. C'est ça. C'est pas très subtil. Non, bah, il n'y a pas de subtilité, Mais justement, voilà, c'est symbolique. Mm. Tout est symbolique, c'est gros, et même qu'à un moment, on va la retrouver assise, il me semble, à un bar, à prendre un café ou un thé sûrement, mais on est en Angleterre. Donc elle est en train de boire son thé, et derrière, il y a plein d'affiches avec des gros panneaux liards barrés en rouge pour dire que le mensonge était interdit. Ben voilà, ça c'est le plus gros indice sur le fait qu'elle représente toujours la vérité. Ok. Donc, Non, non, cool, parce que ça, j'ai même pas capté, en fait. et en même temps, ça l'élève un peu au rang de déesse, peut-être même plus que le djinn en lui-même. Et je me suis posé la question à la fin du film, ce coup-ci. C'est un film qui va faire réfléchir, quoi. Quand tu le regardes, il est assez lent, c'est une histoire qu'on te raconte. Il est pas là, enfin, il t'en met plein les yeux parce que niveau des couleurs, niveau des personnages, il va te montrer plein de choses que tu n'as pas vues ou que tu n'avais pas forcément pensé voir un jour. Je parle par exemple à la scène des bains ou du couronnement du roi, du petit frère du roi. Hmm. Il y a des scènes toujours très esthétiques, mais qui vont te marquer. Et, euh, et j'ai perdu mon fil de pensée, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Ouais, non, mais Euh, c'est vrai qu'il y a un esthétisme fou. Toutes les scènes, la plupart des histoires se passent euh, dans la ville et à Istanbul. Non, même pas. Enfin, on sait pas trop en fait. Non, il voyage. Hein. On parle du voyage roi beaucoup. Salomon au début. Bah ouais, mais tout se passe quand même dans. Il y a quand même 3 histoires faciles qui se passent dans le même palais en fait, au fil des siècles. Oui. Alors je sais pas où exactement du coup. Mais du coup, ça te fait vraiment voyager. Tu vois toute une culture
qui emprunte de culture orientale, en fait, beaucoup. Et ça se ressent dans les couleurs, comme tu disais, dans les images et tout. Et même dans... Après, c'est un jean. Hein. Un jean, C'est c'est ça. oriental. On C'est- l'aurait c'est- pas c'est- vu. On l'aurait pas vu au Japon, par exemple. Non, voilà, ouais. Ça a du sens que ce soit. Oui, alors Surtout qu'elle est à Istanbul aussi. Bah Donc, non, mais voilà, c'est ça. ce qu'on avait dit, c'est que c'était tiré d'une nouvelle. Et dans la nouvelle, elle le ramène à Londres. Et en fait, tout se passe à Londres. C'est vraiment un choix du film qui le place tout le décor en plus dans cet hôtel à Istanbul, dans la chambre où Agatha Christie aurait écrit Le crime de l'Orient Express. C'est pas anodin, ça non plus. C'est pas anodin. Et puis en plus, ici, il a pris un peu de liberté avec parce qu'il l'a placé dans la chambre 333. Symbolique de nouveau, il y a 3 vœux, tout ça, on la met dans la chambre 333. Alors que Agatha Christie était dans la chambre 411. Un peu de liberté. Hein. Trop de liberté pris par George Miller, tu vois, ça colle plus. Mais il nous parle de sujets qu'il affectionne, qu'on retrouve beaucoup dans Mad Max. Il nous montre bien son désir de paix en nous montrant pas mal de scènes de violence et de guerre. Mieux au final, le film te parle d'amour et de paix, que ce soit au niveau des peuples, que ce soit au niveau entre les gens. Donc c'est un film qui se veut feel good, j'imagine, même et un peu mélancolique. Pendant le tournage, il perd sa femme. J'imagine que ça a dû fortement influencer son choix de cette fin du film. On y reviendra. Non, je vais pas en parler tout de suite. On y reviendra plus tard sur la fin et sur ces dernières images. Et en le revoyant, en ayant un peu tout ça, en se disant, en me mettant vraiment dans l'idée de vouloir réfléchir sur ce qu'il voulait me dire, je me suis posé la question de savoir s'il nous avait pas arnaqué depuis le début et où il n'avait pas inversé les rôles. Donc le djinn représenterait l'humanité et Alitéa représenterait la divinité. Au final, elle est très sans émotion. Même par rapport à ses histoires, elles sont sans imagination. Quand tu disais, est-ce qu'un narrateur peut bien écrire une histoire, ça nous montre que non, en fait. Quand elle raconte ses histoires, c'est factuel. Il y a... Sauf. Alors on a dit qu'on ne parlait pas de la fin tout de suite, mais. Non, mais c'est pas une histoire qu'elle nous raconte à la fin. Dans les histoires qu'elle raconte au djinn, dans Ah. l'échange d'histoires, le djinn, pardon, a des histoires humaines, pleines d'émotions, riches, que ce soit au niveau des personnages qu'il rencontre, qui vont être passionnés, que ce soit au niveau de ce qu'il va ressentir. C'est bourré d'émotions humaines. Alitéa, quand elle raconte ses histoires, on est sur j'ai rencontré quelqu'un, on a eu une histoire, il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est pas grave, sachant que ce qui se passe entre eux, ça reste un des événements les plus durs de la vie. Donc, et elle le dit de façon, vraiment sans émotion. Ah, c'est pas mal. On peut inverser les deux, ouais, et que le djinn représente un peu l'essence des faiblesses humaines. Ils en parlent à un moment donné. Le djinn il dit que les humains, justement, par nature, sont imparfaits, quoi. À un moment donné, ils en parlent. Ouais, Et c'est lui qui fait des erreurs. Qui fait des Oui. erreurs Ouais, sur ouais, erreurs et complètement, sur tout le erreurs, temps. donc, Ouais. donc il est vraiment dans l'humanité. Et donc t'en parleras à la fin plus tard. Et plus le film avançait, donc c'est ces histoires. Donc on a une première histoire d'amour, de jalousie, où la femme qu'il aime rencontre quelqu'un d'autre qui arrive à le séduire, qui arrive à la séduire. Lui qui est témoin de tout ça, et c'est sa première rupture. Dans sa seconde rupture, c'est l'enfant qui le voit, hein, c'est ça. Pas que je dise de bêtises. C'est... Non, pardon. C'est une des promises du prince qui rêve de porter son enfant
et qui au final Ouais, c'est juste une esclave qui fait partie du harem, je crois, C'est ça. du prince, ouais. et qui l'écoute pas, enfin qui écoute pas les conseils du djinn, qui en n'en fait qu'à sa tête. En même temps, ben, elle représente bien l'amitié, enfin, l'amitié difficile, les mauvais choix que peuvent faire les gens autour de nous et qui ne vont pas écouter. De toute façon, chacun fait sa vie. Donc on est encore dans une histoire d'humanité. Il perd aussi cette amitié, bon, parce qu'elle meurt, mais en gros, c'est la symbolique qui va être représentée. Il va avoir donc cet enfant qui va arriver, qui va le ressentir, mais Parce qu'il a des origines djinn. parce qu'il y a des origines djinn. Des origines djinn. C'est marrant Parce comme que formulation. c'est un enfant qui vient d'une liaison entre un djinn et puis une humaine. Ou un humain. Je sais plus comment il explique son origine. Mais ça aussi, ça représente l'intérêt que peut porter les gens autour de toi qui ont un peu le même parcours, mais qui au final sont des intérêts assez superficiels en fait. Il le ressent, mais il n'arrive pas à aller plus loin parce qu'ils sont pas prêts, et ça ira même jamais plus loin. Non, effectivement, ça. L'histoire s'arrête là pour lui, mais c'est cet enchaînement-là qui va l'emmener à être libéré. Sur la dernière qui la rejette immédiatement, et sur sa dernière sortie avant de rencontrer Alitea, il va tomber sur le deuxième amour de sa vie, qui va être un amour assez intellectuel au final. Enfin, il y a un peu de charnel, mais il y a beaucoup d'intellectuel. Ouais, complètement. Et ça montre l'intérêt des humains pour la science, pour comprendre. Je la trouve vraiment touchante, cette dernière histoire, avant l'histoire d'Alitea. Beaucoup plus que celle d'Alitea d'ailleurs. Oui. Et la façon dont ça se termine, c'est assez magique et assez frustrant. Et pour cette histoire de cette rencontre avec Alitea, donc on va arriver sur maintenant ils ont bien fait connaissance. Elle n'est pas censée faire de vœux, elle va quand même en faire ses 3 vœux, qui vont les 3, encore une fois, nous donner une morale comme quoi les vœux c'est mal. Euh, et on va arriver sur cette relation finale où lui va disparaître, mais va pouvoir revenir. Et ça, enfin, je sais pas, je l'ai ressenti vraiment comme l'humanité qui s'est défait de ses dieux dans l'ère moderne, qui revient de temps en temps la voir, enfin qui revient une fois la voir pour... On voit qu'il ne vient qu'une fois. Après, Oui, et puis sinon, bah, c'est ce qu'il dit. Il a dit qu'il essaierait de revenir une fois avant qu'elle ne meure, mais on s'est pas montré. En tout cas, il est revenu une fois, et moi, je suis parti du principe qu'il allait venir la visiter plusieurs fois, quoi. Moi, je l'ai Ouais, compris comme ça. moi aussi, mais parce que, bah, effectivement, clairement, ce qu'il dit, c'est qu'il vient cette fois-là, et avant de repartir, elle dit que ce qu'il lui dit, c'est de revenir au moins une fois avant qu'elle ne meure. Voilà, c'est tout. Ok. Donc c'est pas régulier, en tout cas, c'est pas présenté comme quelque chose qu'il va faire régulièrement. Mais du coup, je la sens vraiment, elle, dans un autre monde, et lui qui retourne. En fait, c'est l'humanité qui retourne à sa vie d'humain, moderne. Là, pour le coup, il montre assez tous les... enfin, pas la violence, mais en tout cas, la surexposition, la sursollicitation du monde qui nous entoure et qui nous casse de cette divinité. Et c'est pas elle qui est touchée par ça, c'est vraiment lui. Et, et les conséquences de ça, c'est nous qui la ressentons aujourd'hui. L'isolement, le fait que les hommes sont tous séparés, divisés, en tout cas dans les mondes, dans les mondes euh, l'Ouest ou les anciens pays civilisés. Toute cette rupture avec les gens et tout le mal-être que ça engendre, on le ressent aujourd'hui, et là c'est lui qui le ressent, c'est pas elle, elle est bien, elle est droit dans ses bottes, et toutes les interactions qu'elle a, même que ce soit avec ses voisines, il n'y a pas d'interaction humaine, donc j'ai vraiment l'impression qu'il la met dans un monde idéal qui est pas le monde, enfin qui est pas une copie de la Terre, mais qui en tout cas qui est pas la Terre. Et en partant là-dessus,
je l'ai ressenti vraiment différemment. Et je pense que j'ai pas raison du tout. Je pense que c'est complètement l'interprétation que j'en ai fait la dernière fois que je l'ai vu, ou en tout cas c'est ce que j'avais envie d'en voir. Et ça m'a fait du bien. Euh, donc par rapport à ça, j'ai envie de dire que oui, autant pour toute l'histoire, fallait-il le faire, oui. Autant pour les images que pour l'histoire, pour ce que ça a brassé, ce que ça peut faire ressentir. Euh, pour le film qui soit maîtrisé de bout en bout. Même si on peut vite s'ennuyer ou être désintéressé du film, parce qu'il n'est pas là pour te captiver tout le long. D'ailleurs, c'est un très bon film pour s'endormir aussi. Le mettre en Mais fond, non. et puis. Mais si, Ah non, le regarder une non. fois, deux fois, après le mettre en fond, se laisser porter Alan, par la voix d'Idris Alan, Elba. c'est comme quand t'es petit qu'on te raconte une histoire pour t'endormir. Ouais. Ah, ça reste une C'est histoire, pas ça reste péjor- un conte que Tu tu vois, peux. c'est pas péjoratif. Hein, Non, c'est- oui, ok, effectivement, dans ce sens-là, tu as complètement raison, en fait. Parce que le film en lui-même reste un conte, justement, qui peut servir à ça. Ouais, ouais, ok, C'est une t'as belle raison. histoire pour t'endormir. Tu T'as vas raison. t'endormir différemment, tu vas faire des Mm. rêves qui seront différents derrière, qui vont t'emmener dans plein de lieux, plein d'endroits, plein de couleurs. Donc vraiment, c'est un film à voir, je pense, et à se remettre, à se le repasser hein, quand il y a des petits coups de mou, des choses comme ça. Excellent. Voilà pour moi. Émeric. Alors, ça ne nous arrive pas forcément très souvent, Julien, mais là, je vais être 100% d'accord avec toi. Ok. Impossible. Mais c'est pour ça. Non, non. C'est pour ça. Alors, je vais peut-être mettre un bémol sur 2-3 trucs pour faire plaisir. Ah oui, Si merci. ça te rassure. Oui. Mais en fait, je l'ai vu aussi, moi, cet échange de place dans l'univers entre Alitea et le djinn. Effectivement, le djinn arrive et tu dis, ok, la divinité, le démon, c'est lui. Et puis, assez rapidement, tu vois qu'Alitea, elle est froide, elle est détachée, et sa gestion de la rupture, c'est un carton mis dans une cave, mais qu'elle garde. Et je pense que le fait qu'elle garde ce carton, c'est une des choses, peut-être la chose, qui fait qu'elle reste humaine. Le fait de garder ce souvenir. Sinon, effectivement, je pense qu'elle est plus déesse que le djinn. Quand le djinn apparaît, il lui propose tout de suite 3 vœux, et en fait, la première chose qu'elle fait, c'est lui raconter une histoire à elle, quand elle était petite et qu'elle a eu un ami imaginaire. Et en fait, je sais pas, donc je sais encore pas maintenant comment interpréter ce passage. Est-ce qu'elle se dit non, alors ce djinn, il est pas devant moi en vrai en fait, il est dans ma tête comme mon ami imaginaire. Et le fait de raconter cette histoire d'ami imaginaire qu'elle a eu quand elle était petite à voix haute devant ce djinn, c'est peut-être aussi une manière pour elle de se détacher de ce qu'elle est en train de voir, de se détacher du récit qui lui arrive et qu'elle peut pas, en tout cas qu'elle va essayer de contrôler en fait. Et c'est, alors je sais pas comment dire ça. Son nom c'est vérité en fait. Son nom veut dire vérité. Donc Et l'histoire commence en disant cette histoire est vraie, justement. Mais je vais vous la raconter de manière contée, enfin comme un conte. Et c'est marrant de dire ce conte est vrai. Et en plus, elle s'appelle Vérité. Ok. et en fait c'est moins une, je pense que c'est moins un film sur la vérité que sur la notion de vérité. Je sais pas si vous voyez le, à aucun moment tout ce que dit le djinn, enfin à tous les coups, enfin il n'est pas forcément, il n'est pas avéré que ce soit vrai ce qu'il nous raconte. Il peut juste raconter des histoires parce qu'il a envie de raconter des histoires. Peut-être c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. L'histoire de Salomon, du roi Salomon et la reine Shiba, en fait, il nous dit que en fait, c'est Salomon qui est allé courtiser Shiba. Mais dans l'histoire contemporaine telle qu'on la connaît, c'est l'inverse. Donc là, il est quand même en train de nous réécrire l'histoire. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et en même temps, Tu vois? toutes les histoires sont des fictions et des formes de mensonges. À partir du moment où quelqu'un voit quelque chose et le raconte, il va l'interpréter. On pourrait voir tous les trois de manière séparée un événement qui se passe dans la rue, le même. Je veux dire, on est dans un immeuble, on est à 3 étages différents, on va voir quelqu'un tomber. Et ben, si on raconte nous chacun notre version, elle sera différente. Mais Avec- j'irais même plus loin pour le film, c'est que il raconte. Enfin, ce qu'il décrit, c'est
limite comme une Bible. Ce sont des paraboles. Il n'y a aucune histoire qui se s'est véritablement passée. Par contre, parler de euh, l'acquisition de la culture dans des peuples anciens, de la musique, du respect ou de la compréhension de l'autre quand il parle de savoir ce que veulent les femmes, de faire des choses impossibles. Et la première chose impossible, c'est de trouver du tissu. C'est c'est vraiment une parabole du début de l'humanité. Ouais. Et en gros, enfin, rien n'est vrai comme rien n'est vrai dans la Bible. Non, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, euh, tout est là pour dire quelque chose, mais surtout pas apprendre que pour argent comptant. C'est ça le cœur du film, quoi. D'où le rôle d'Alitea, en fait. Oui. D'écouter ces histoires et puis avec ce côté un peu détaché, en fait. Et effectivement, le djinn, lui, il a des comportements très humains. Et en fait, moi, il m'a fait de la peine. Il souffre 2 fois à chaque fois, en fait. Parce qu'à chaque fois, il n'arrive pas à avoir ce troisième vœu qui va le libérer. Et en même temps, il y a un très fort attachement par rapport à la personne qui l'a libéré. Et en fait, à chaque fois, cette personne, il lui arrive un truc. Donc, à la fois, il souffre parce que la personne à qui il est attaché disparaît, ou en tout cas, elle n'a pas la vie que le djinn aurait voulu qu'elle ait. Et en même temps, il n'est pas libéré. À chaque fois, sa fiole, elle est soit sous une dalle pendant des siècles, soit au fond de l'océan pendant des siècles. Et c'est très triste, en fait, ce qui lui est arrivé. Lui, tout ce qu'il cherche, c'est à aimer, être aimé, aimer et être aimé, en fait. Et donc, il tombe sur Alitea, qui avait rien demandé. Lui, il avait, je sais pas, je crois qu'il est dans une sérénité à ce moment-là, le djinn. Enfin, il s'attendait plus à quoi que ce soit, en fait. Il me semble à ce moment-là. Enfin, pardon, Je sais pas, mais peut-être que je l'imagine ça. Mais en tout par cas, rapport aux histoires qu'il raconte avant, c'est vrai qu'il a eu une forme d'acceptation. Enfin, Oui. il est quand même plus serein, ouais, effectivement. et il y a, il y a un côté très froid. En fait, toutes les histoires que le djinn raconte, je, enfin, fantastique que ces histoires soient, j'ai réussi à m'attacher, en fait. J'ai réussi à m'identifier, j'ai réussi à ressentir ce qu'il ressentait quand la reine Shiba fait l'amour au roi Salomon, quand cette femme enceinte est balancée du haut, du château, là, dans l'eau, enfin, dans la falaise. Euh, la mathématicienne aussi, quand elle demande au djinn je veux rêver comme tu rêves, et que ça développe des capacités chez elle, enfin, ça libère quelque chose chez elle, un talent qu'elle avait enfoui. Par contre, cette histoire avec Alitea, il n'y a rien qui m'a, enfin, il y a rien qui m'a touché, il n'y a rien qui m'a parlé. Cette froideur qu'elle a empêché un contact chez moi, en fait. Tout ce qu'il a vécu avant, j'adhère. Enfin, je comprends. En fait, je comprends tout à fait son état d'esprit et je comprends sa détresse au djinn. Par contre, toute cette histoire avec Alitea, en fait, ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression qu'elle lui aspire toute son énergie. Tu sais, quand ils arrivent à Londres et qu'il est chez elle, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ce détail, mais il y a des particules de poussière qu'on voit. Elles sont floues parce que le point, le focus est fait sur les acteurs. Par contre, il y a un moment où le focus est fait sur ces poussières et c'est les acteurs qui sont flous. Et c'est une manière de nous dire, là, il y a quelque chose qui est en train de se désagréger, en fait. Et vous êtes au premier plan. Et j'ai pas compris pourquoi il s'attachait à elle et pourquoi elle s'attachait à lui. Ça, j'avoue que c'est vraiment une partie de l'histoire qui m'a... Elle s'attache à lui, je le comprends. C'est juste le cœur de tout ce qu'elle aime, tu vois. C'est le narrateur, enfin, c'est la source d'histoire. C'est ce qu'elle a étudié toute sa vie. Ouais, mais c'est très intellectuel, du coup. C'est très intellectuel. Et je me suis même demandé... Pardon, vas-y. Non, non, tous ses vœux vont dans ce sens-là, même si Oui. elle voulait se prémunir de faire des vœux qui soient trop violents. Elle fait un moment 3 faux vœux. euh, c'est quoi? C'est boire une gorgée, manger un petit bonbon et puis qu'il ait Elle plus mal à essaye de la se tête. débarrasser des vœux en Voilà. faisant des vœux qui n'ont aucune conséquence, mais évidemment, ça ne marche pas et ça ne marche pas comme ça. C'est ça. Et du coup, les vœux qu'elle fait, c'est que le djinn tombe amoureuse d'elle. Ça, c'est juste le truc qu'il fallait pas faire. Elle le ramène à la vie. Quand il s'en va, elle l'oblige à revenir.
Et son troisième vœu, c'est elle le libère. Donc elle les fait quand même, ces 3 vœux qui sont lourds de conséquences. Donc même si le dernier semble un peu plus altruiste que les 2 premiers, c'est vrai que c'est difficile de... Et en même temps, il est toujours lié au premier vœu. Hein. Tu vois, c'est. Enfin, leur relation, elle est particulière. Alors peut-être parce qu'elle est moins fantastique, du coup, elle est plus terre à terre, elle est plus humaine finalement, tu vois. Mm. Mais puis après, voilà, quand il s'en va, elle range dans un carton et elle met le carton à côté, dans la cave, sur une étagère, à côté du carton de son ex. Tu vois, très propre. Et en fait, il y a plusieurs détails dans ce film qui. Je vais dire oui, il fallait le faire, hein. Mais il y a 2-3 détails qui m'ont un peu sorti, et les 2 auxquels je pense, c'est ce deuxième carton qu'elle met à côté du premier. En fait, j'ai l'impression qu'elle commence une collection, en fait, et moi, du coup, ça m'a paru bizarre, en fait. En tout cas, qu'elle garde ses affaires, les affaires du jean, oui, mais que le carton de son ex soit encore là et qu'elle les range qu'elle range les affaires, le carton du jean à côté, dans le même carton, enfin, tu sais. Enfin, des années se sont passées en fait entre sa rupture et la découverte, sa rencontre avec le jean, mais le carton est toujours là. Et puis elle a encore les cartons, les mêmes cartons. Enfin, c'est peut-être un détail, hein, vous allez me dire, peut-être que c'est pour l'image, mais je sais pas, moi ça m'a fait bizarre. Et il y a un moment que je n'arrive pas à interpréter, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, la mathématicienne, elle a le pied qui bouge un peu nerveusement quand elle travaille, et Alitea a le même tic. Et du coup, est-ce que c'est... Alors, peut-être un peu... Là, le trait est peut-être un peu gros, mais est-ce que c'est une descendante? Parce qu'Alitea, c'est une descendante de la mathématicienne, parce qu'il y a un côté très cérébral, très intellectuel, ou alors c'est quelque chose que le djinn a vu et lui a rappelé la mathématicienne, et du coup, Il le voit pas, le tu jean. vois. C'est dans l'avion qu'elle a ce Mais- mouvement de pied. Et ben, Ouais, du coup, c'est je vrai. me demande pourquoi c'est là, en fait. Parce que Ou est-ce le que c'est focus, juste Non, un j'ai- pattern? c'est pas là par Ouais. hasard. La caméra est fixée dessus, c'est un plan qui a été fait Non, mais exprès. je l'ai pris comme une symbolique de l'intelligence ou de l'érudition. Que ça allait de pair avec. Elles lisent même de la même façon. Oui, Donc, c'est ça, oui, exact. Donc, ouais, je l'ai plus vu comme le fait qu'il essaie de Et pourtant, il y a représenter ça. il y a que ça qui les C'est relie ça. les deux, tu vois. Mais c'est pour montrer un trait de personnalité peut-être similaire, qui pouvait peut-être amener sur le fait de comprendre plus tard pourquoi le djinn pouvait tomber amoureux d'Alitea, avec certains caractères qui pouvaient lui rappeler son véritable amour, ou un de ses véritables amours. Enfin, c'est 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 pas trop clair. libre à interprétation, Mm. et du coup ça m'a un peu perdu, parce que j'étais dans ma réflexion, j'étais tiens, mais elle bat du pied comme l'autre. Effectivement, elle lit avec son doigt un peu plié comme ça, comme l'autre. Et tu sais, le temps que tu cherches à te dire ok, c'est quoi le rapport? Alors, je sais pas, ça m'a un peu sorti, pas, ça m'a pas sorti du film complètement, on est d'accord, mais voilà, le temps que tu te poses cette question-là, tu t'es plus un peu dedans en fait. Oui, il Donc, manque un lien oui, il me manque quelque chose. Ouais. entre les deux. Sachant que si elle voit des djinns et des esprits, c'est que potentiellement elle a dans son sang du djinn en elle, quoi. Oui, parce qu'elle voit en tout cas un démon, un djinn, elle voit une apparition à l'aéroport, elle voit aussi dans sa salle de conférence, avant même d'ouvrir la bouteille du djinn. Donc il y a peut-être effectivement un petit quelque chose. Du coup, ça veut dire que ce serait la petite fille du djinn De Saba ou de Saba. de Saba. La nana qu'on voit au tout début, la reine Saba qui était avec le djinn. Alors pour le coup, il s'est passé des trucs entre la reine Saba, qui Ah est ouais. d'un noir de nuit, qui est magnifique cette femme, Mm. à Tilda Swinton, qui fait 3 mètres de haut et qui est toute fine et blonde C'est et vrai. très très Mais blanche. j'aurais voulu que cette première histoire elle dure pendant des plombs. Ouais, Ou c'est en clair. tout- Putain, en cet tout- instrument magique quand Ouais. il fait la cour, quand Ouais, Salomon fait la cour Non, oh et là puis là. vous imaginez, enfin, fallait la réussir la musique pour que ça nous touche, Ouais, tu sais, ouais. et puis pour qu'on sente que elle soit touchée et Ouais. que Non, ce et moment, ils il ont est vachement magique. réussi, c'est Ce moment, incroyable. il est magique. Ouais. 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 Le morceau, il est super beau, enfin, et puis il y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Ouais, c'est un instrument qui se joue tout seul en fait. Alors je crois que Salomon il doit toucher 2-3 trucs Ouais, il touche manuellement, quelques acoustiquement, cordes, mais comme on ferait sur une guitare. Mais c'est un instrument tellement alambiqué, et en fait il y a plein de tentacules, il y a plein d'objets qui prennent vie sur cet instrument, et ça en fait un homme orchestre en fait,
Mais Et c'est que tu d'une remarques beauté, que petit à petit, oui. en plus, au début, t'as juste l'impression que c'est une grande Parce que, guitare. en plus, il y a souvent ça dans les films, en fait, où tu as quelqu'un qui se met à chanter à quelqu'un d'autre, a cappella, ou quelqu'un qui joue de la guitare, et d'un seul coup, ça n'est pas à l'écran, ça n'apparaît pas du tout, mais tu as d'autres instruments pour faire la musique un peu plus jolie, au lieu de garder ce côté a cappella ou acoustique. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, des fois, et ça, j'aime pas ça, parce qu'en fait, ça n'arrive pas, en fait. C'est pas possible. Moi, si demain, je veux jouer la guitare à quelqu'un, j'aurai que moi et ma guitare. À aucun moment, j'ai des violons, des pianos qui vont arriver au-dessus. Ça se passe pas comme ça. Et du coup, ça perd un peu en cohérence. Et là, il se passe pareil, en fait. Parce que tu vois Salomon de dos, t'entends la musique un peu acoustique, Puis il y a des choses qui montent derrière, et t'as t'as une d'autres deuxième instruments. corde plus Exactement. aiguë qui passe, Je dis, mais qui c'est pas commence. possible qu'il joue tout ça. Et en fait, si. Et en Enfin, fait, c'est si. possible, et c'est pas possible, c'est de la magie. C'est magie. Mais en fait, on t'explique, on te le montre ça, et c'est rare que je dise merci de m'avoir montré. C'est. D'habitude, enfin, tu sais, t'aimes bien découvrir un peu par toi-même, tu vois. Mais là vraiment, c'était. Enfin, c'est vraiment très bien tourné. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que c'est oui. Enfin, ce film, il est beau, mais je trouve qu'il n'est beau que dans sa partie Jean. Histoire dans ce qui est- racontée du ouais. Jean. Bah, la partie plus Tilda Swinton, plus anglaise en plus. Parce Alors que là, anglaise, oui, quand elle est à Istanbul, c'est vraiment très bien. Même les scènes quand ils sont dans l'hôtel, ce duo marche très bien, Oui. cet aller-retour entre eux. Enfin, les deux acteurs, c'est vraiment fou ce qu'ils font. Les deux sont excellents. Mais à partir du moment où il y a ce retour à Londres, où il y a cette engueulade, cette prise de tête sur le racisme ça devient d'un seul coup très concret en fait, très réel, très contemporain. Et cette partie-là, j'ai beaucoup moins apprécié. Et t'as un petit côté, putain, mais c'est dommage là, il se passe plus rien de fantastique, en fait. Alors que c'est un Jean. Et même lui, tu sens qu'il est un peu dans une déprime. Moi, ça m'a fait de la peine quand il devient presque poussière à la fin. c'est vrai. Je dis, il a perdu de sa magie, Mais comme le film. Bah ouais, mais c'est voulu aussi. Oui, hein, mais Justement, ça raconte aussi. j'entends que c'est voulu, ça se voit que c'est voulu. tu vois. Comme disait Julien, par rapport aux histoires, puis à l'humanité, puis aux gens qui perdent un peu. Enfin, je sais plus comment tu tournais ça, mais enfin, ça raconte ça Mais le aussi. film perd de sa magie au moment où le Jean perd sa magie. Et c'est très cohérent, Et ça marche très bien. quelque part, oui, Mais- c'est ça. Ça revient à dire que la technologie, parce qu'il est affecté par les ondes, et que toute la technologie, la télé, Internet, etc., font perdre un peu la magie des histoires. C'est peut-être une des intentions du réalisateur, justement. Sûrement, parce que là, je pense que rien n'est fait au hasard Non, c'est de la part de Miller. Là. Donc, c'est pour ça que quand tu dis qu'il y a des parties que t'as pas réussi à interpréter, je trouve qu'il est quand même suffisamment bien fait pour donner les clés. Alors effectivement, on les a peut-être pas toutes au premier visionnage, mais en les cherchant ou en écoutant, il y a sûrement moyen de déchiffrer correctement le film, donc tout est là. Alors après, on peut trouver que ne pas pouvoir le déchiffrer entièrement au premier visionnage, c'est un peu dérangeant. Ça je l'entendrai bien. Mais si l'histoire, si ça t'intéresse, je pense qu'il y a moyen de creuser. Tu parlais de la poussière elle est pas là pour rien. À un moment, il parle de ce conflit entre la poussière qui représente Tilda, enfin qui représente Alitea, et la flamme qui représente le djinn. Donc la poussière, elle représente normalement Alitea. Et en fait, il n'y a plus que ça, quoi. Le djinn, il est devenu poussière. Hmm. Il a perdu sa flamme. C'est même devenu un rocher. Ou de Eh, la cendre. ouais, c'est bien vu. Donc je pense qu'il y a moyen de pouvoir tout interpréter correctement avec tous les détails qui sont donnés dans le film. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus, le djinn est interprété, enfin du coup, si on regarde un petit peu Wikipédia, les djinns et tout ça, le film colle à comment sont racontés les djinns de base et dans les anciennes histoires, etc. Ils peuvent être sournois, elle le dit à un moment donné, c'est pour ça qu'elle se méfie un peu de lui, parce qu'elle sait que les djinns peuvent être sournois et moqueurs. Ils sont faits justement de fumée, enfin de flammes et tout, mais ça, je croyais que c'était que dans le film, mais en fait non, c'est vraiment dans les histoires anciennes des djinns, et plutôt dans les histoires des djinns du côté arabe, parce que les djinns sont répandus un peu partout dans le monde, et là on prend quand même plus le côté djinn du côté arabe. Mais j'ai beaucoup apprécié que tu vois, tu peux chercher un petit peu et tout, et tu vois que
que cette symbolique qui est mise dans les jeans, liée aux nouvelles technologies, aux ondes, etc., euh, toutes les symboliques viennent quand même de quelque part. Alors, est-ce qu'ils reprennent d'une certaine manière les anciennes histoires et la symbolique que ça avait déjà et puis qu'ils la modernisent? Enfin, je sais pas. Bref, excusez-moi, petit aparté, je me perds encore à chaque fois. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Non, mais là où je te rejoins sur cette perte d'émotion de la dernière partie, tu vois même que pendant le film, elle essaye de rationaliser l'apparition du djinn en montrant les ondes électromagnétiques, les particules, la génération des tissus organiques et ensuite des organes pour pouvoir ensuite qu'ils redeviennent en forme humaine. Et c'est même dans le livre qu'elle écrit, elle a dessiné cette partie-là. Ouais, ça Donc, c'est un Le truc côté important. anatomique. Le côté anatomique, Ouais. tout à fait, du djinn, alors que ça, clairement, on veut pas le savoir. Non. C'est pas intéressant, ça apporte rien. Et effectivement, ça détache au personnage, ou en tout cas. Mais ça- oui, elle a toujours Alors, le djinn est toujours un grand romantique à la recherche d'amour, et elle a toujours. Enfin, tu sais, il n'y a pas d'arc narratif forcément qui les chamboule tous les deux. C'est leur arc à tous les deux qui change, mais individuellement, elle reste quelqu'un de très pragmatique jusqu'au bout. Est-ce que c'est elle qui essaie de justifier la façon dont elle a inventé son personnage? Elle essaie pas de comprendre, contrairement du coup à. J'ai perdu le nom de l'érudit, de la mathématicienne. Mais là, on va peut-être passer sur ma partie du Ah, coup, pas tout de suite, dans, non, dans pas ce, tout- dans, Pas dans tout ce de suite, côté-là. non. Pas tout de suite. J'en ai encore pour une petite vingtaine de minutes en ce qui me concerne. Ok. Mais donc ce serait elle qui l'aurait fabriqué, et donc elle essaie de justifier la façon dont elle l'a fabriqué en se projetant sur la façon dont il peut se matérialiser. Ok, donc il n'existe vraiment pas. Non, c'est dans sa tête. Ouais. C'est pour ça qu'elle parle de son ami C'est pour ça imaginaire. que ça, c'est ma partie. Ok, ok, d'accord. Dès le début, elle parle de son ami imaginaire. Oui, bien sûr. Bon, en vrai, je pense Mais qu'elle le voit. je ses pense. voisines la voient. Donc c'est oui, hein. C'est oui, il est beau, il y a ce côté... Enfin, le parallèle est un peu facile, hein. Pardon, mais il faut que je le dise quand même. Il y a un côté mille et une nuits, en fait. Effectivement, tu pourrais Ouais, bien t'endormir... Alors pour le coup, je l'ai vu, j'étais malade. Enfin, la première fois que je l'ai vu, j'avais un petit 38,7 de fièvre. Ce qui est pas ouf, mais voilà. Mais je me suis pas endormi pour le coup. C'est bien. J'ai passé un bon moment. Et la deuxième fois que je l'ai vu pour l'épisode, quand même, c'est un petit peu sérieux. J'étais sain à ce moment-là. Et du coup, pareil, ces histoires, je les trouve vraiment super intéressantes. Elles sont belles. Chaque histoire est belle à sa Et manière. surtout que visuellement, ouais, c'est Mm. vraiment magnifique, quoi. Mais racontées, en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, tu l'avais dit, on n'en a pas parlé, Julien, mais c'est de la VO. Enfin, en tout cas, je l'ai vu en VO, forcément. Et il y a beaucoup de débit, quand même. Il y a beaucoup de débit et... Julien avait vouloir, fait- Sur la première fois, Julien avait fait une remarque intéressante, c'est Oui. qu'on pouvait presque regarder le film qu'en audio, quoi. Ça, Oui, t'avais c'est dit un là truc où je comme voulais en ça. venir, ouais. en fait. Tout à fait. Ce Ouais. film, tu pourrais l'écouter. Tu Ouais. pourrais complètement l'écouter et ça fait histoire, ça fait conte qu'on te raconte. Et en ça, il réussit bien, le côté narratif du djinn qui te raconte ses histoires avec la voix d'Idriss Elba, alors forcément. Voilà quoi. Ouais, qui, est Enfin, encore, en- qui a l'air en même fait, encore plus grave que d'habitude. Voilà, ouais. c'est en fait tout est sur l'effet posé à sa voix à lui. Ouais, elle est mixée. Donc Et c'est ça rend super bien. C'est et magnifique. en VF aussi, le mixage est extrêmement bien réussi. Ok. Et effectivement, tu as ces scènes dans l'hôtel où tu as le jeu des acteurs, mais toutes les histoires d'anthologie restent, même en VF, dans la langue d'origine. Ok. Mais comme on te narre tout ce qui se passe, t'as pas besoin de comprendre ce qui est dit. T'as pas besoin de comprendre les dialogues entre les différents personnages. On t'explique ce qui est en train de se passer. C'est un Oui, bonus je vois ok. de comprendre. Je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pour ça que C'est comme si tu racontais un conte, enfin tu lisais un conte sans les dialogues. c'est Tu comme passes si les dialogues et voilà, tu c'est racontes. ça. Ouais, ok. De toute façon, tout ce qui est voilà, c'est scénaré quoi qu'il arrive. Donc tu ne perds rien à pas comprendre un dialogue. Si tu le vois. N'empêche, avec, il y a un boulot aussi là-dessus, parce qu'ils ont l'air de parler vraiment en grec ancien à un moment Ouais. donné. C'est ça, en grec, hein, je crois. Alors, ouais. pour lire couramment le grec ancien, je peux te confirmer qu'il parle en grec ancien. Tout à fait.
Mais du coup, le débat VO-VF sur ce film, il a une autre portée que juste la volonté de l'auteur. Parce que c'est vraiment une histoire qu'on te raconte. Les deux sont assez posés. Enfin, il y a pas d'envolée, il n'y a personne qui crie sur l'autre. C'est vraiment, on est là pour te raconter une histoire. Et quand je l'ai vu la première fois au cinéma, c'est vrai que je l'ai vu en VO et je suis ressorti épuisé du film. Parce que déjà, il fallait lire à fond la caisse parce que, comme tu dis, il y avait beaucoup de débit. Mm. Donc mon film, ça a plutôt été lire ce qui se passe à l'écran et rater toutes les images qui pouvaient être mises, alors que la mise en scène, elle est incroyable et tout est fait sur la composition de l'image. Donc rater cette partie-là, c'est catastrophique. Et le revoir en VF, et je pense que je le reverrai plus qu'en VF, étant plus à l'aise avec cette langue-là. Le mixage d'Idris Elba étant vraiment bien, de la VF d'Idris Elba était vraiment bien faite. La profondeur de voix, tu l'as. Les échanges, tu l'as. Et tu peux vraiment te laisser porter par l'image et les histoires sans avoir à te focus sur autre chose. C'est vraiment dans la langue dans laquelle on est le plus à l'aise qu'il faut le voir, ce film, ou l'écouter. Il y a, là, pour le coup, il n'y a pas de défense possible de la VO sur celui-ci, je trouve. Mais peut-être que tu penseras que forcément c'est pas possible, mais Je pense que c'est pas possible. Oui, Il mais, passe quand même super bien en VO. Hein, en VO ou en VF? En VO. Ah, moi, mais- du coup, je crois que je l'ai vu qu'en VO, en fait. Ok. Et la VO, enfin, ouais, c'est chouette. Et j'ai pas eu cette difficulté comme tu as eu là-dessus, mais. Enfin, voilà. Bon, bah, et ben merci. vous êtes plus à Merci. l'aise que moi en anglais, bravo messieurs. Ouais, Merci, à la peut-être. semaine prochaine. Ouais. C'était, ouais, je t'en prie. Oui, bah en plus, je crois qu'on va faire une petite pause. Une petite pause pipi. Mais non. On revient Mais c'est dans un ta instant. partie en plus, c'est à toi, Hein c'est à toi d'y aller. Bah oui. Mais enfin, À tout de suite, messieurs, dames. je rêve, il va faire. Je vais t'accompagner avec le micro aux toilettes pour que tu puisses commencer ta partie. Bah oui, on est en train de. Bon. Essaie-le en VF, essaie-le en VF pour de vrai. Ah non, Julien, non. Ça me ferait plaisir. T'as pas le droit de faire ça. Chantage affectif, là. Non, si, non, c'est pas du chantage. Si, c'est ça du chantage affectif. Moi si c'est ça du Regarde-le chantage. en VF, Si, ça me ferait plaisir. C'est Parce que là, ça. du coup, tu me mets dans une position où ne pas le faire, ça va te décevoir, et j'ai pas envie de te décevoir. Ah non, Julien, c'est pas cool. Ah non. Tu veux vraiment que je le vois en VF? Pourquoi? Vas-y, argumente-le, vas-y, vends-le-moi en VF. Argumente En fait, cette demande, s'il te plaît. j'ai envie d'entendre les arguments que tu vas avoir. C'est nul. Non, mais justement, tu Ah. peux pas dire c'est nul. C'est vrai que je l'ai pas vu en VF encore. Voilà. Je peux pas dire que la VF est nulle. Et du coup, je serais très curieux de savoir quel argument tu pourrais avoir pour En plus, dire c'est- non, mais la VO est absolument indispensable. Enfin, c'est En plus, c'est oui. en VO, point quoi. C'est pas très gentil ce que je viens de dire, parce que une VF n'est pas nulle. Enfin, elle est rarement nulle, en vrai. Voilà, les doubleurs, je sais le boulot qu'ils font, je sais que c'est pas facile, je sais que ça demande un certain talent d'être doubleur. Donc voilà, quand je fais, quand je parle de la VF avec un peu de véhémence comme ça, voilà, c'est jamais contre les gens impliqués dans la VF. On est d'accord, hein, c'est le principe de la VF. On en a déjà parlé, je veux bien qu'on en reparle encore beaucoup. Mais un film, ça se regarde dans sa langue d'origine, forcément. Les acteurs, vous pouvez regarder un film japonais, doublé, il perd les 3/4 de son impact, en fait. Les acteurs, j'ai regardé Conte du hasard et autres fantasy, c'est un film japonais, à aucun moment il me viendrait à l'idée. C'est 3 histoires. C'est 3 histoires racontées, qui n'ont rien à voir entre elles. Mais en japonais, c'est tout de suite plus immersif que le film soit allemand, japonais ou anglais ou américain. Et puis, enfin voilà, il y a une raison pour laquelle, encore une fois, hein, je le dis, ça c'est un argument que je répète souvent, mais la VO, quand tu regardes un film américain, enfin, il y a une raison pour laquelle ces acteurs sont si connus, sont si demandés, ils sont très très bons en fait. Il y a des excellents acteurs et ils t'emmènent. Je dis pas qu'on n'a pas de bons doubleurs, on a des très bons acteurs français, tu vois. Mais un film, enfin, pour moi, ça se regarde en VO parce que première chose, c'est tout de suite plus immersif.
Mais- Et l'émotion, elle passe mieux dans Eh une ben, langue d'origine. Justement, là, l'immersion, c'est une chambre d'hôtel. En fait, ça peut être n'importe quelle personne de n'importe quelle origine, de n'importe quel pays. Il n'y a pas. Oui, mais ce n'est pas le cas. Il y a- Est-ce que la VF, il y a l'accent, il y a un accent oriental dans la voix du doubleur d'Idriss Elba? Oui. Ouais, il a fait un bon boulot d'ailleurs Non, c'est pour ça. là-dessus, hein, Idriss Elba. Je pense qu'il a vachement travaillé Je son parlais de la accent. VF, là, du coup. Oui. Hmm. En Mais VF, je parlais mais- du mais doubleur, En VF aussi, bien sûr. Ok, cool, trop bien. Les intentions sont gardées dans la VF. Ok. C'est que tu parlais des Mille et une nuits. Ben, quand tu lis la version, tu vas pas le lire en arabe, tu vas le lire en français. Donc déjà là, tu vas outrepasser la notion de l'auteur, mais ce sont des histoires. Tu as besoin que ce soit compté, pas dans ta langue, mais oui, tu as besoin de comprendre ce qui s'y dit. Et là, pour le coup, effectivement, l'immersion, comment dire, elle est là dans le sens où Tilda Swinton représente quelqu'un d'assez austère, mais sa nationalité importe peu, qu'elle soit anglaise ou qu'elle soit américaine, qu'elle soit finlandaise, norvégienne. En fait, Non, ça, je l'entends bien. C'est voilà. c'est la transmission d'émotions, en fait. Oui. Je trouve ça plus juste quand je vois que les mots correspondent à... Mais comme, je trouve- 90% du film se passe pas avec la caméra sur les personnages, les mots en fait sont dits en fait. Tu Oui. les entends. Tu vois pas la bouche d'Idriss Elba le dire. Et d'ailleurs, quand il va parler dans les différentes histoires de l'anthologie, c'est juste une voix off. Donc la voix off, Oui, tant qui qu'elle pourrait- est, qui tant qu'elle pourrait est être bonne. française, effectivement. Donc Ok, voilà. Tant que parce c'est qu'en une fait, belle voix de conteur. pendant votre absence, Président, le... Oui, je me rends compte que vous avez même pas fait pause en fait. Vous êtes, Mais ça va vous pas êtes ou quoi reparti sur un débat VOVF. Moi, je m'attendais à ce que tu fasses une petite pause. Pas Mais du tout, bon, ça très marche bien, pas comme ok. ça. Ça marche pas comme ça. Et donc Julien m'a demandé, s'il te plaît, fais-moi plaisir, regarde-la en VF. Tu vois, le fais-moi plaisir. Oh. Ouais, Oh là là, ah ouais. ouais, c'est Ok. moche, hein. Ah ouais, c'est moche. Ouais, c'est moche. Ça, il a fait les yeux du chapeauté là. Et puis, Ouais. ouais, ok. Mais du coup, voilà, j'ai dit oui. C'est dur. Enfin, j'ai Ok. pas dit non. T'as pas dit non. Pour l'instant, j'ai pas entendu de oui. Mais, j'ai pas dit Mais non. Bah, je viens de le dire. Du coup. Mais- c'est pas une obligation. Mais Et c'est oui, la mais prochaine j'entends fois bien. que tu auras envie de le lancer, tu vois, la prochaine fois que tu auras envie de le lancer, dis-toi, bon, allez, je fais l'effort, je le passe en VF. Mais si jamais tu le relances plus jamais, tant pis, c'est pas grave. Ok, Tu vois j'entends. Merci de me laisser une porte de sortie. Du coup, on a fini ou on laisse parler Alan quand même On a tout dit, Donc là, en donc vrai. donc c'est 3 oui. C'est 3 oui. 3 oui. C'est pas gentil. Moi, je veux dire des trucs. Allez-y. T'as 5 minutes. Ah, comme vous savez, du coup, moi, j'aime bien dire que tout se passe dans sa tête. Donc, Dans la tête de qui, du coup? dans la tête de Alitea, T'es sûr? mais c'est vrai que son prénom, du coup, porte à confusion. Alors, 3000 ans à t'attendre, c'est aussi l'adaptation d'un roman qui a été écrit par A.S. Bayat. Une nouvelle, hein. C'était pas un roman. C'était une nouvelle Mm. Ok. Qui s'appelle The Gene in the Nightingale's Edge. Pardon pour mon accent. Je comprends bien l'anglais, mais alors je le parle très très mal. Tu peux le dire en VF si tu veux. Je me souviens plus du titre VF. Le jean dans le flacon avec, à œil de faucon, un truc comme Ouais, ça. un truc comme ça, ouais. Et cette écrivaine anglaise est très très reconnue dans son domaine. Elle a un petit côté narratologue aussi. C'est une nouvelle qu'elle a écrite un peu en fin de vie et tout. Et il y a quelque chose d'autobiographique. Donc le côté de l'histoire qui dit cette histoire est vraie, pour moi, je le prends comme ce côté un peu autobiographique de cette personne-là. Et le film est un peu un hommage à cette personne-là aussi, pour moi, j'ai l'impression. T'as pas De- donné de l'année, George- oui, de mais George c'est, Miller. C'est 97, l'écriture de la nouvelle. 97. Elle a déjà 26 ans maintenant. Ouais, mine de rien. Ouais. Donc c'est une vieille Quoi nouvelle.
Et oui, le temps passe super Mhm. vite, Emmerich, ouais, c'est terrible. Et George Miller l'a lu et a acheté les droits en 99. Ah ouais, quand même, ouais. Et il a bossé dessus pendant 20 ans. Avant de pouvoir le tourner, il a rencontré Tilda Swinton en 2011. Il lui a parlé du projet à ce moment-là. Ça aurait dû commencer, mais le temps que ça se mette en route, il s'est encore passé 10 ans. Donc c'est pas un projet qui est arrivé sur un coup de tête comme ça, quoi. C'est un Voilà, ouais, projet c'est qui a le mis truc, 20 ans à se construire. le truc quand même bien, bien mûri, quoi. Et Qu'est-ce qui t'étonne, c'est qu'elle a 26 ans C'est ou- que, oui, c'est que l'année 97 était il y a 26 ans. Je pas fait le. Ah bon, d'accord. Je vais m'en remettre. ouais, ouais, ça, je sais, c'est pas facile. Et du coup, en ayant vu une petite interview de cette romancière, euh, elle aime avoir plusieurs niveaux de lecture et d'interprétation dans ses histoires, en fait. Et celle-ci, ben, du coup, là aussi, on peut le prendre sur la première couche comme un joli conte, sur la deuxième couche comme quelque chose de plus biographique, j'ai envie de dire. Et il y a aussi cette partie, pardon, je perds ma voix, il y a aussi cette partie, évidemment, euh, la... Alitea, elle est narratologue et elle cherche à comprendre ce qui forme une histoire. Et on a aussi dans ce conte comment sont racontées les histoires. C'est un conte sur les histoires, sur la manière dans comment ils sont construits, etc. Comme tu dis, sur la porte, il y a le chiffre 3, et ça revient à différents endroits. Et j'ai pas encore tous les éléments. Je pense que le film te raconte comment l'origine des histoires, enfin, et puis comment faire vraiment une très très bonne histoire. Il y a ce chiffre 3 qui revient. La mathématicienne. Ouais, je vais y revenir. Bref. Et donc, moi, je vais surtout au niveau de l'interprétation de cette histoire. Donc, comme je disais, tout se passe dans sa tête. Tout se passe dans la tête d'Alitea. Euh, en arrivant à Istanbul, quelque chose se réveille en elle qu'elle a un petit peu oublié ou renfermé parce que Istanbul est une ville magique qui est empreinte de 3000 ans de culture et d'histoire et de magie. Et ça lui réveille un peu son imagination, son esprit. Et, euh, et le djinn représente ça, à la fois le désir et l'imagination, en fait. Et comme tu dis, comme vous disiez, c'est une personne qui est un petit peu froide, qui est plus, qui a passé à autre chose, qui est plus resté sur le côté mathématique et scientifique. On en parle un petit peu de la science, entre la science et puis les arts et ce côté magie. Et selon moi, en fait, toutes les histoires, faut que j'arrive à dire ça un peu dans l'ordre. Euh, elle part à Istanbul pour faire une conférence sur les histoires. Et quand elle fait sa conférence, elle s'évanouit en croyant voir une sorte d'ancien dieu. On sait même pas trop qui c'est, ce type, ce vieux type dans la foule. Elle aperçoit quelqu'un, mais en tout cas, elle s'évanouit. Et cette personne lui dit que ce qu'elle raconte est faux. Qu'est-ce qu'il lui dit d'ailleurs en anglais? Rubbish. Ok. Qu'est-ce qu'il dit en français? Foutaise. Ouais, bon, ça revient au même. Et elle sent qu'elle a perdu quelque chose dans son exposé sur la narration, et elle sent qu'il lui manque quelque chose. Donc elle va faire un travail d'imagerie mentale pour essayer d'obtenir la réponse et de retenir quelque chose de plus vrai dans ce qu'elle raconte. D'où peut-être son prénom, du coup, Alitea. Et elle invoque donc le génie. C'est elle qui l'invoque dans sa chambre. Et en fait, Alitea, c'est une personne, dès son plus jeune âge, elle le dit, elle imaginait, elle avait un ami imaginaire enfin, qu'elle avait en tête, et elle le projetait dans le monde réel. Donc c'est une personne qui a une imagination très forte et qui est capable de s'en servir comme d'un outil. Et la plupart des histoires qui se passent, nous raconte le djinn, pour moi, c'est toutes les étapes de la vie d'Alitea.
d'elle-même en fait. C'est pour ça qu'il y a des rapports de gestuels entre les différentes femmes, entre les femmes qu'on voit, qui sont évoquées tout au long des histoires, et Alitéa elle-même. La manière dont la mathématicienne lit et bouge la jambe correspond à Alitéa parce que c'est la même femme en fait. Elles ont juste une apparence différente, c'est des périodes de sa vie qui sont différentes, mais c'est la même personne. Et c'est donc une personne qui a une imagination très forte et elle s'en servait pour faire des palais mentales. Le palais mental, c'est une technique pour généralement se souvenir de choses, beaucoup utilisée par les mentalistes, pour ranger des choses et s'en souvenir. Et donc, elle a une petite cave où elle va ranger des petites boîtes. Et ça, c'est une technique de palais mental, en fait. Donc, j'y reviendrai, vous pigez peut-être un truc de ce que je viens de dire. Toutes les histoires se passent dans un palais. Dans un palais mental. Ouais, en plus, c'est ça. Et du coup, c'est le palais mental d'Alitéa. Au tout début de sa vie, elle est encore jeune, c'est la reine Saba, et elle a une imagination vraiment débordante et très très forte, comme on peut avoir quand on est jeune. Elle est entourée, la reine Saba est entourée de personnages plus folkloriques les uns que les autres. Il y a une sorte d'homme serpent, il y a une sorte de poulpe trop bizarre. Enfin, il y a vraiment plein de personnages comme ça. D'ailleurs, on a un des personnages qui se trouve à ce moment-là, qui vient intercepter Alitéa lors de la conférence. Le vieux de la conférence, il se trouve dans... Oui, tout à fait. dans... Donc c'est un de ses anciens personnages imaginaires, en fait, à elle, qui vient lui dire de se rappeler de ça. Elle avait tout ce truc-là. Et donc, sur la première histoire, dans sa jeunesse, c'est mon interprétation de toute l'histoire, Alitéa, quand elle était jeune, elle commence à s'intéresser à l'amour, aux garçons, à ces choses-là. Ça reste un désir qui est symbolisé par le djinn, d'où les caresses qu'il fait au djinn et tout ça. Mais quand ça passe à l'acte, elle devient un peu adulte et le djinn, elle l'envoie valser du coup. Elle se débarrasse un peu de son côté imaginaire et de son côté désir, puisque j'imagine qu'elle couche la première fois avec quelqu'un et que ce désir devient réalité, donc le désir, du coup, repart quelque part dans la mer, dans l'inconscient. La mer peut représenter l'inconscience. La deuxième histoire, je pense que c'est l'histoire qu'elle nous raconte où elle a été avec quelqu'un et on voit, il y a des petits détails à un moment donné sur un album photo. En fait, elle a failli avoir un fils, ou enfin un enfant. Il y a une image d'écho où elle a failli avoir un enfant avec quelqu'un et apparemment ça s'est pas fait. Elle a dû perdre l'enfant ou quelque chose comme ça. Et c'est exprimé dans cette deuxième histoire où la jeune femme du coup tombe enceinte. Elle est beaucoup trop fière d'elle, elle est beaucoup trop tout ça. Et cette histoire d'amour se finit, le mari meurt dans l'histoire. Là, a priori, il ne meurt pas dans la vraie vie, mais leur histoire se termine peut-être suite au fait qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants ensemble. Voilà. On peut l'interpréter, on ne sait pas trop. Et dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, le djinn disparaît en fait. La troisième histoire, j'ai plus de mal à l'interpréter parce qu'on parle de deux princes. Il y a une mère, il y a deux princes qui viennent tour à tour prendre le contrôle, le trône du palais, donc du palais mental. Donc elle-même a un peu quitté son palais mental. Il est à l'abandon. Le djinn n'est qu'un fantôme qui traîne dans les couloirs de ce palais. Et les deux frères seraient éventuellement peut-être le côté droit-gauche du cerveau, ou il y a un frère qui est violent. Alors, je pense à un C'est truc là. peut-être la colère. Alors oui, je pense que, tu sais, le jeune prince, pas l'autre, le désœuvré qui s'enferme avec Ouais. des femmes, et qu'on enferme d'ailleurs avec des Qu'on femmes. enferme, que la reine-mère enferme. Je pense qu'en fait, le lien que je peux faire avec ta théorie, c'est quand le vieux monsieur arrive. En fait, le jeune prince, il est inconsolable et impossible à calmer. Il a une soif de vengeance, il y a une colère en lui que on peut tout à fait envisager dans la mesure où tu viens de perdre un enfant
et le père de ton enfant, en fait, par une rupture et qui t'a quitté pour quelqu'un de plus jeune. Donc, la colère ressentie par le jeune prince, avec d'un côté le côté luxure de l'autre prince qu'on enferme, parce que ça ne peut plus exister. Et qui est comme un enfant, donc c'est le côté aussi un peu enfant. Tu vois, enfin, moi je le vois plus comme le côté luxure où en fait il passe ses journées entouré de femmes nues Ouais. et très voluptueuses, et du coup il y a vraiment un côté luxure dans ce jeune prince, mais qu'on enferme en tout cas, ça on veut pas le voir. Ouais. On veut ni le voir ni le montrer à qui que ce soit en fait. Ça ne veut pas exister. Par contre, la colère du jeune frère, ça on l'a bien. On a bien sa violence, on a bien sa colère, on a bien son côté inconsolable, jusqu'à ce que il trouve la bonne personne pour lui parler Ouais. et lui raconter des histoires. Et c'est une personne justement qui raconte des histoires. Donc, dans le cas d'Elitea, elle tombe peut-être Donc sur le un, lien, on peut le faire là. sur je un pense, mentor, un pour professeur ouais. qui, via les histoires, elle trouve une sorte de rédemption ou quelque chose comme ça. C'est possible. Ah ouais, c'est possible. Ça, je l'avais pas encore, ce truc. Pas mal. Et Je l'aime bien ta théorie. la quatrième histoire, c'est Alitea donc, qui va étudier au maximum la narratologie, les histoires justement, comment elles sont faites, etc., mais d'une manière beaucoup plus scientifique. Et il se trouve qu'elle est particulièrement douée là-dedans. C'est pour ça qu'ensuite elle... pragmatique et beaucoup plus terre à terre. Ouais, tout à fait. Et Il reste une enfant qui aurait des relations avec un vieux. Enfin, une enfant dans sa tête. alors, Ou dans sa ouais, découverte le fait qu'elle ait des relations avec une sorte de vieux, alors c'est plusieurs explications. Soit elle couche avec un de ses professeurs, tout simplement, soit c'est son désir qui est vieux. Enfin, elle met de côté ses désirs charnels. Donc c'est peut-être cette représentation du désir charnel qui est vraiment repoussé et vieillissant. Bah, elle parle enfin, ça parle plus de l'entretien plutôt que d'un professeur. Mm. C'est quelqu'un avec qui elle entretient une relation qui lui permet de manger, de boire, enfin, tu vois, d'avoir un toit. Mais c'est pas une relation d'amour. Non, pas du tout. Ouais. Ok. Et cette chambre, c'est encore un palais mental parce qu'elle va enfermer, on le voit, le djinn enferme les connaissances des livres dans des petits fioles. Et c'est pour ça qu'elle-même adore les petites fioles. C'est pour ça qu'elle en prend une dans le bazar d'Istanbul. Et c'est encore une technique mentale. Elle va tout ce qu'elle engrange en connaissances, elle va y mettre dans des fioles pour se les remémorer plus tard. Et ça encore, on est complètement dans une technique de palais mental. Et sauf qu'à la fin de cette histoire-là, en fait, elle se sent débordée par le pouvoir de l'imagination. Elle utilise en fait le pouvoir de l'imagination, comme elle dit, elle veut voir comme un djinn pour pouvoir trouver la réponse à la narratologie, etc. Donc le djinn l'aide à trouver cette solution. Elle trouve vraiment une solution sur l'art de raconter des histoires, symbolisée par un petit triangle. Donc peut-être que l'art de raconter une histoire, c'est quelque chose de triangulaire, et on est toujours dans le chiffre 3. Mais elle se sent débordée par ce pouvoir qu'elle a, elle se sent un peu trahie par lui. C'est comment ça se passe, le djinn, en fait, il veut pas la quitter, et veut rester avec elle constamment en fait. Et elle se sent un peu trop envahie par ça, donc elle décide de l'oublier et elle devient du coup Alitea qui est plus froide sur la science et finalement elle met de côté cette imagination qui lui a permis d'arriver jusque là où elle en est. Et arrivée à Istanbul, en fait, elle va renouer avec le djinn et avec cette relation qu'elle avait avec lui. Sauf qu'elle va encore faire une erreur. Elle va l'enfermer, effectivement. Elle va le ramener avec elle à Londres. Et la maison qu'elle a à Londres, c'est pas une vraie maison. C'est un palais mental également. D'où les deux petites vieilles, tout le dialogue qu'il y a avec les petites vieilles qui est un tout petit peu bizarre, avec le son qui monte et tout. Les deux petites vieilles, c'est des parties d'elles-mêmes, en fait, qu'elle n'arrive pas à se débarrasser, qui sont là, qui traînent dans son palais mental, un petit peu en voisine. C'est
qui sont à la fois le côté vieille fille qu'elle a, elle, et puis sûrement un autre aspect d'elle. Mais toute cette maison en Angleterre, c'est un palais mental, c'est pas son vrai chez elle. Alors peut-être qu'elle copie le vrai chez elle, peut-être que c'est juste une copie de sa vraie maison, hein, mais parce qu'à un moment donné, elle va présenter le djinn aux deux vieilles, justement, à ses deux voisines, en faisant la paix avec elles. Et le djinn apparaît en face d'elle, alors que le djinn n'apparaît en face de personne d'humain. Donc on est clairement dans un endroit qui est imaginaire, du coup. Et elle fait encore une nouvelle erreur, elle enferme le djinn, elle essaye de le garder pour elle. Elle a compris que c'était quelque chose de bien pour elle, elle a renoué avec elle, elle parvient à refaire des conférences très animées où elle retrouve sa flamme, en fait, vraiment. Mais elle tue sa propre flamme à l'enfermer dans son palais mental. Et c'est pour ça qu'à la fin, elle le libère et qu'elle le laisse aller et venir à sa convenance. Donc en faisant ça, elle libère son imagination, ce qui lui permet d'écrire ce livre qu'elle écrit à la fin. Tout à fait. Voilà. Et on clôture l'œuvre. Je vois où tu voulais en venir, oui. Je trouve ça assez juste. Bah, tu vois, j'avais le sentiment pendant tout le film que Et c'est une déesse, c'est la Oui, déesse de son mais- propre monde. Vous mais- aviez raison là-dessus, du coup. qu'elle était pas sur Terre en fait. Il y avait rien qui collait avec la même si même si c'était très proche d'une chambre d'hôtel, de sa maison. J'avais toujours l'impression qu'elle vivait dans un autre monde, en tout cas éloignée de tout. Et en fait, ça rejoint parfaitement toutes les Ouais. explications. Carrément. Ce silence en dit long. Et voilà, donc pour moi, oui, il fallait le faire, hein, évidemment. C'est un film qui est. Tu sais que c'est probablement la première fois que tu dis tout se passe dans sa tête, ou vraiment, peut-être tout se passe dans sa tête. Ouais. Non, Ouais. dans La Reine des Neiges aussi. Ah oui, la Reine des Neiges aussi. C'est marrant, donc un film, 3 interprétations Oui. différentes, 3 oui. Assez peu de discussions sur la technique finalement, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprétations de chacun. Mais il y a ouais, il y a Ce qui tellement en de dit long choses. sur le film. Ouais, non, mais Oui. c'est ça, ce qui en dit long sur le film, sur les symbolismes et tout. Et encore une fois, je rentre pas sur le côté narration. Ah, il y a plein de choses encore à dire. Euh, Par exemple, il y a 3 histoires réelles qui sont nommées avec des titres. Mm. Mais il y a un peu plus que ça. Il y a une histoire qui se passe que le djinn nous raconte avant, celle de Saba, qui est pas titrée, je crois. Et la première histoire titrée, elle est après. Il y a plein de petits détails comme ça qui me perturbent en fait, mais qui sont sûrement liés au côté comment on raconte une histoire avec voilà, avec les structures narratives, avec ce que doivent nous raconter une histoire. Elle dit pour elle qu'un conte doit être un avertissement en fait, la plupart du temps. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui y a encore à décortiquer dans ce film. Notamment sur la narration, que ça, j'ai pas poussé assez loin. Pareil, les 4 étapes de la création du djinn qui reviennent 2 fois dans le film et qu'on voit à la fin et qu'on voit aussi au milieu, qui apparaît comme ça, on ne sait pas pourquoi. Donc on a euh, D'abord, il y a les ondes électromagnétiques. les ondes électromagnétiques, la vapeur, Mm. je crois, les cellules et les organes, un truc comme ça. Encore une fois, ça c'est une manière de raconter, de créer une histoire, je crois. On peut voir ça comme les ondes électromagnétiques, c'est le cerveau qui s'active, la vapeur, c'est les pensées, ensuite les cellules, ça commence à être l'histoire qui se forme. On peut le voir de plein de manières différentes en fait, ça, mais c'est peut-être ça, même l'origine des histoires, c'est notre cerveau qui crée des pensées et que pouf, et ça apparaît et ça devient réel. Et voilà, il y a plein de choses, plein de choses à voir, je pense, encore dans ce film. Donc ouais, un grand oui, George Miller, il est incroyable ce qu'il a pondu. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a pas très bien pris ce film? Peut-être parce que c'est George Miller, justement. Et qu'on l'a pas. Enfin, il nous avait pas habitués à ce genre de film conte.
Tu dis George Miller, tu penses Mad Max, tu penses Fury Road, tu penses bruit, chaos, tu penses plein de choses. Mais quand je disais au départ que c'est un film sur la paix, j'ai l'impression que Mad Max, que ce soit les premiers ou les derniers, parle de la même chose différemment, Alors c'est une recherche de la paix, mais à tout prix, quoi. mais sur une recherche de la paix, oui, à tout prix, de l'amour aussi. Euh, hum, et les conclusions du film, c'est un retour à une situation. Enfin, oui, on arrive sur la situation de paix sur la fin, à chaque fois. Là aussi, on a des séquences de guerre, de combat, de violence, d'énervement. Que ce soit au moment de la femme enceinte, que ce soit ensuite les deux frères, la guerre. Donc on a une thématique qui est assez proche, pas tournée de la même façon. Il y en a une, c'est que de la guerre ou que de la poursuite à tout prix. Là, on Après, est- c'est le principe des histoires aussi, hein. C'est que généralement, il y a un conflit à résoudre et qu'on a besoin de retrouver une stabilité, hein, comme on en a Ouais. déjà parlé, hein. C'est, il y a- Peut-être que Miller raconte toujours un peu les histoires dans son histoire. Bon, en tout cas, c'est fidèle à ses convictions Ouais, tout à fait, et au ouais. message qu'il transmet, peu importe le film qu'il construit. Et il y a aussi cette recherche de paix intérieure au final. Et ces histoires servent aussi à ça, à trouver une sorte de paix intérieure. J'en sais rien. Ouais, est-ce qu'on aime moins les histoires que les trucs qui pètent? Ouais, si, c'est ça. On aime moins les histoires que les trucs qui Bien pètent. sûr. Mais bien sûr. Les trucs qui pètent, c'est Oui, quand même cool. oui, Voilà. évidemment, faites péter des trucs dans les films. Pourtant, ce duo Tilda et puis Idris Elba marche hyper bien en plus. Ouais, mais ça pète pas, ça fait un peu de fumée comme ça. Mais ça pète pas. Pourtant, en plus, il est pas avare visuellement en plus ce film, hein. Ça, on l'a déjà dit. Ouais, non, je sais pas. Après, il est sorti un peu juste après la période du Covid où le ciné avait pris un sacré coup aussi. Tu vois, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être juste que les gens sont un peu passés à côté. Le film est quand même un petit peu, comme tu dis, sur une première lecture, il te laisse un petit peu étrange niveau interprétation, quoi. Puis il manque un peu de rythme. Mais ce qui va avec ce qu'il raconte, hein. Mm. Il n'y a rien à enlever dans le film. C'est ça qui est un peu choquant, c'est que tu peux pas retirer des petits bouts, tu perdrais trop de sens ou trop de signification. C'est clair. Mais tu peux t'ennuyer. Si tu recherches un film, alors, entre guillemets, à la George Miller comme les Mad Max, effectivement, tu risques de t'ennuyer. Si tu vois ça comme un film qu'on te raconte, avec conte dedans, et que tu t'endors devant, s'endormir devant ce film, c'est pas, à aucun moment ce serait péjoratif, quoi. À aucun moment ce serait une insulte faite au film, je trouve. 1h46, c'est le genre de film du coup qui pourrait retrouver des lettres de noblesse comme film du dimanche soir sur des chaînes nationales à la télévision. Un film qu'on te pose et qu'on te Mais il les laisse diffuse regarder. pas en VO. Peu importe, pas besoin. Tu seras bientôt convaincu pour le film en plus. Ah, ça va? Un T'as petit un petit truc truc, de- ouais? Petit truc qui a eu du Mais mal à ok. passer. Donc c'est un film qui pourrait trouver, qui pourrait retrouver ses lettres de noblesse s'il était rediffusé assez régulièrement comme on raconte une histoire qui revient. Enfin, les histoires qu'on retient, c'est celles qu'on nous répète, qu'on nous relit, qui font partie de notre enfance, qu'on retrouve avec plaisir une fois par an. Donc peut-être que dans 20 ans, avec la bonne, pas comme, mais programmation, il y a moyen d'en faire un truc qui marque. Ok. Pourquoi il n'y a que les films pour enfants qui sortent en livre derrière? Tu vois, ce film-là, C'est vrai, mais parce qu'il- tellement. tu Il vois, existe t'as La déjà. Reine des Neiges 8 Ah, qui il va existe sortir. déjà en livre quelque part, mais Ouais, mais c'est Oui, une mais nouvelle, mais c'est c'est pas- mais en c'est livre, pas pareil. refaire le livre en genre illustré et ouais, tout. c'est pas pareil, parce que tu vois, Ça t'as serait un tellement énième, bien. je sais Eh pas, ben, il faudrait imagine, une BD là pour le coup. t'as Encanto 2 qui sort, et ben forcément, tu auras un bouquin Encanto 2 qui va sortir. Vous imaginez, vous avez Pour vu? tous les âges, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais pour tous les Ouais. âges, tu as la version livre pour les 3 ans où tu as 4 pages, puis tu as la version C'est vrai, tout 10-12 à ans, fait. enfin tu vois, et à chaque fois tu as plus de pages et plus de choses à te raconter. Ce genre de film, un roman graphique ou une BD, ou. Enfin, ça, tu vois? Ou dans le format, vous avez vu ces livres là Oui, bien qui sûr. ressortent Harry Potter avec qui sont
où il y a plein de trucs dedans, il y a Ouais. des illustrations, il y a des petits pop-up et tout, ils sont incroyables ces bouquins. Everything Everywhere All at Once. Ça aussi, je le vois bien. Mais carrément, Tu vois tellement. Celui-là, il Ah, passe. mais il y a peut-être quelque chose à faire. Hein. Ils ont Faut bien qu'un fait éditeur. tous les Lovecraft version manga aussi, ça passe très bien. Oui, c'est Enfin, vrai. voilà, Ouais, je- c'est vrai, ok. c'est vrai. Visuellement, en fait, encore une fois, en tant qu'histoire à raconter à quelqu'un, enfin, tu peux te poser et lire à ta fille ou ton fils avant de dormir hein, l'histoire de la fin du roi Salomon et de la reine Saba. Tu vois. Ouais, carrément. Enfin bon, bref. Ok. Et ben voilà, on va conclure cette émission là-dessus, je crois. Regardez-le, faites-vous votre propre avis, Mhm. votre propre interprétation aussi. Mhm. Ah, c'est dur à dire, interprétation. J'étais pas prêt. Trouvez vos propres symboliques, parce qu'il y a énormément de choses à tirer du film. Que ce soit sur... ça parle de ça aussi, des histoires racontées de la manière ancienne jusqu'à notre époque. On a aussi l'histoire des contes d'avant jusqu'à nos jours. Et le djinn représente aussi ce truc-là, du coup. Ah ouais, c'est fou. Ouais, non, il y a plein de trucs à prendre dans ce film. Et recherchez votre flamme au fond de vous Oui, pour créer les tissus et les organes de C'est vos beau. histoires. c'est beau. C'est si C'est beau. beau. Merci de nous écouter. C'était Filf, l'émission qu'on se demande fallait-il le faire, mais là clairement oui. Merci Julien. Merci Alan. Merci, Émeric. Merci messieurs. Merci, les gars. À la semaine prochaine. À la prochaine. Salut.